Bonjour à tous, un petit tour de tweet aujourd'hui où je voulais revenir sur la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte avec sa femme Brigitte. Tous les médias français nous avaient dit que ça s'était super bien passé, que les gens là-bas l'adoraient. Donc je vais vous montrer quelques vidéos lors de cette fameuse visite. Mais tout d'abord, je voudrais vous montrer la petite danse de Brigitte Macron qui est passée sur toutes les télévisions françaises. J'avais cru comprendre que notre département était en difficulté. Nous voilà en train de donner des cours de débois à Brigitte Macron. Donc la première vidéo que je vais vous montrer, c'est l'arrivée de Emmanuel Macron à Mayotte. Et la deuxième se passe à La Réunion, quand le ministre de la Santé a refusé de rencontrer les syndicats. Le président de la République Emmanuel Macron se pose sur le tarmac de l'aéroport Marcel Henry. À sa descente de l'avion, le président de la République a été directement cueilli par les questions des journalistes présents. Et je veux ici, en arrivant, d'abord rendre hommage à la force de résistance de tout le peuple mahorais, de tous nos compatriotes qui ont su, durant tous ces mois, bien, résister à des conditions extrêmement difficiles. Parce que beaucoup a été fait ces derniers mois pour rétablir les services premiers, c'est l'engagement pris. Et je sais les difficultés qu'il y a pu y avoir pendant de très longues semaines. Et je sais aussi tout ce qui reste à consolider, parce que la situation avant même Chido, nous la connaissions, elle était pleine de défis. Les tours d'eau existaient avant le cyclone, les grandes difficultés économiques et sociales étaient là. La période a été stabilisée, je dirais qu'on a répondu à l'urgence extrême. Depuis 7h30 du matin, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés dans le centre du chef-lieu. Ils attendent de pied ferme le président de la République. Les syndicats réclament une revalorisation salariale. C'est donc place de l'Ancien Marché que les mécontents verront le passage à vive allure du cortège présidentiel. Un cortège qui ne s'arrêtera pas, de quoi nourrir déception et colère. Le président est venu pour rencontrer sa population et là on se retrouve déçu et on repart avec un sentiment que le président est devenu clandestin. Il est rentré à Mayotte de manière cachée, clandestinement, et on ne comprend pas pourquoi. Non seulement on n'a pas pu échanger avec lui, mais il ne nous a même pas vus, il ne nous a pas rencontrés. Par contre, on nous dit qu'il va se diriger dans le centre de l'île pour rencontrer une population triée, choisie, qui lui posera les bonnes questions. D'abord avec le vaccin, nouveau, mais qui reste cher. Toutes les personnes de plus de 65 ans peuvent avoir accès au vaccin gratuitement, que les 18-65 ans qui ont des facteurs de risque peuvent aussi avoir accès à cette vaccination et que les vaccins sont disponibles en pharmacie ou auprès de leur médecin traitant. Mais pour certains syndicats, notamment ceux de l'éducation nationale, il faut faire plus, à commencer par une prise en charge totale. Ils ont manifesté devant l'ARS. Le vaccin, au jour d'aujourd'hui, plus de 180 €. Personne ne peut se permettre de payer 180 € pour pouvoir être vacciné et pouvoir se protéger contre le chikungunya au jour d'aujourd'hui, qui est un des sujets quand même majeurs. 100 000 personnes. On aurait tendance à se dire, on attend quoi? On attend qu'il y ait 200 000 personnes pour qu'on réagisse réellement. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut agir, c'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut des réponses. Lors de l'épidémie de Covid, les personnes malades qui étaient en arrêt ne se voyaient pas prélever à une journée de carence. On le sait, avec le chikungunya, c'est fluctuant. Donc il peut y avoir des gens qui sont malades 3 jours, retournent au travail et à nouveau rechute, etc. Et à chaque fois, on leur prélève un jour de carence. Une prise en charge totale du vaccin et du praticien qui procède à l'injection pour tout le monde, c'est un peu la demande commune des professionnels de santé et des syndicats. La prise en charge des répulsifs pour les plus démunis fait également partie des demandes. Donc on revient aux nouvelles récentes avec Dom Lucré. Dernière minute, Bill Gates a annoncé que les humains ne seront plus nécessaires dans notre monde grâce à l'IA. Gates, grâce au progrès de l'IA, les humains ne seront plus nécessaires. Le journaliste lui pose la question, avons-nous encore besoin des humains? Pas pour la plupart des choses, nous déciderons. Elle rigole. People are like, wow, this is a bit scary. It's completely new territory. I mean, will we still need humans? Not for most things. We'll decide. Ça fait un peu peur, comme il dit. Poste de BFM, Syrie, l'armée israélienne annonce avoir bombardé le quartier du palais présidentiel à Damas.
BFM encore, Harvey Weinstein rejugé, ses avocats tentent de discréditer une accusatrice. Est-ce qu'ils s'en sortent toujours ces gens-là? Un post de Joel, un géopoliticien serbe, sur un article du Times. Le plan de Starmer d'envoyer des troupes en Ukraine a échoué, alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer tente de rassembler une soi-disant coalition des volontaires pour le déploiement de forces européennes sur le territoire ukrainien. Il est de plus en plus clair que le plan se heurte à une sérieuse résistance de la part des alliés des opposants. Le Time rapporte que la tentative de Starmer de diriger l'engagement européen en matière de sécurité en Ukraine s'est heurtée à un mur. Les pays qui avaient initialement manifesté leur intérêt en se retirant, désormais ou restant indécis. Le journal britannique écrit ouvertement que Starmer regarde maintenant sa fameuse coalition de volontaires fondre et rappelle que l'idée d'un fort contingent européen de maintien de la paix en Ukraine était fragile dès le départ. Alors que Londres et Paris tentent de convaincre d'autres partenaires européens de se joindre au plan pour assurer la stabilité d'après-guerre, la réalité est que le soutien concret fait défaut. Selon certaines informations, l'idée même d'envoyer des forces étrangères sans un consensus international plus large était discutable dès le départ. Le Times conclut ironiquement que Starmer s'est creusé un trou avant même de lancer une offensive diplomatique et militaire. La situation est encore compliquée par le dernier retrait de certains pays européens après la réunion de Londres qui, selon le journal, reconsidère les principes fondamentaux du plan. Bien que les autorités britanniques et françaises aient laissé entendre que leur mission aurait une légitimité et un but pacifique, certains responsables de l'Union européenne craignent que la Russie puisse considérer une telle action comme une démarche sans approbation internationale, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Cependant, des sources militaires britanniques restent catégoriques. Elles n'abandonneront pas le plan. Au contraire, Londres souhaiterait toujours envoyer un contingent en Ukraine, même sans coalition plus large. Lors d'un sommet à Paris fin mars, le président français Emmanuel Macron a encore envenimé la situation en annonçant que plusieurs pays enverraient des forces de dissuasion. Bien qu'il ait affirmé que ces unités ne remplaceront pas l'armée ukrainienne et ne représentent pas des troupes de maintien de la paix classique, leur rôle serait d'être déployés dans des zones stratégiques, en accord avec les autorités de Kiev, afin de dissuader une nouvelle escalade. Macron a même ouvertement admis que tout le monde en Europe n'était pas d'accord avec cette initiative, mais comme il l'a dit, l'accord de tous n'est même pas nécessaire pour sa mise en œuvre. Cette déclaration a encore accru les tensions au sein de l'Union européenne, en particulier la crainte que le contingent européen ne soit en réalité utilisé comme une couverture pour prolonger la dynamique militaire. D'autre part, la partie russe prend cela très au sérieux. Selon les informations du service russe de sécurité extérieure, les pays occidentaux prévoient de déployer un contingent d'environ 100 000 personnes, prétendument pour restaurer la capacité opérationnelle des forces ukrainiennes. Cependant, du point de vue russe, il s'agirait d'une prise de contrôle de facto du territoire et d'une sorte d'occupation. À Moscou, on estime qu'il ne s'agit pas d'une aide quelconque, mais d'une intervention directe sous couvert de stabilisation. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré à plusieurs reprises que Moscou ne voyait aucune possibilité de compromis sur la question des troupes étrangères en Ukraine. Son message est clair, si des forces étrangères apparaissent sur le terrain, pratiquement personne de ce côté ne voudra d'un véritable accord de paix. Lavrov prévient qu'un tel contingent créerait des faits sur le terrain, que l'Occident utiliserait ensuite comme point de départ pour d'éventuelles négociations ultérieures. Les responsables du ministère russe des Affaires étrangères ont déjà qualifié l'idée de provocation dont le but est d'entretenir les illusions que les autorités de Kiev nourrissent encore malgré la réalité sur le terrain. Selon les analystes russes, les projets d'envoi de troupes étrangères ressemblent davantage à une tentative de prolonger le statu quo et de gagner du temps qu'à une initiative de paix sincère. Alors que Starmer tente de se positionner comme le leader de la politique de sécurité européenne, le terrain semble lui échapper
les conditions sur le terrain évoluent rapidement et le soutien se fait attendre. Si le projet de coalition des volontaires ne bénéficie pas d'une structure et d'une légitimité solide, ce n'est pas une question de temps avant que tout ne se transforme en une nouvelle ombre diplomatique sur la scène européenne déjà tendue. Et si l'Occident continue de créer des faits sur le terrain, il devra peut-être un jour les défendre dans la réalité et pas seulement en théorie. Un tweet de Lord Bebo. L'armée chinoise participera au défilé de la victoire russe sur la place rouge le 9 mai. Zelensky laisse entendre qu'il voulait attaquer le défilé. Je pense pas que ça soit une bonne idée quand même. Donc là, ils sont en train de s'entraîner pour le défilé du 8 mai. Et il y en a d'autres là. Poste de LCI, après le scandale du Signal Gates, le conseiller de la sécurité nationale de Trump poussé vers la sortie. Donc il s'appelle Mike Waltz et il avait invité un journaliste dans une discussion entre militaires pendant une intervention au Yémen. Et donc tout ça, ça s'est su après. Donc Trump le démet de ses fonctions, mais quelques heures plus tard, Trump le nomme ambassadeur aux Nations Unies. Poste de Donald Trump. Je suis heureux d'annoncer que je nommerai Mike Waltz au poste de prochain ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Depuis son passage en uniforme sur le champ de bataille, au Congrès et en tant que conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz a travaillé dur pour faire passer les intérêts de notre nation en premier. Je sais qu'il fera de même dans son nouveau rôle. Dans l'intervalle, le secrétaire d'État Marco Rubio occupera le poste de conseiller à la sécurité nationale, tout en poursuivant son leadership fort au sein du département d'État. Ensemble, nous continuerons à lutter sans relâche pour que l'Amérique et le monde soient de nouveau en sécurité. Merci de votre attention à ce sujet. Donc voilà, ils se recyclent eux aussi. Et je vais finir par la nouvelle de BFM TV. Le Doliprane est officiellement américain. Sanofi empoche 10 milliards d'euros. Merci d'avoir suivi ce tour de tweet rapide et on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, abonnez-vous.